Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à ce Temkin International Talk. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Nous accueillons le professeur Bossif Jamel, Digital Learning Manager, spécialiste de l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Il va nous présenter sa vision d'une pédagogie plus humaine à l'ère des nouvelles technologies. Le thème du jour est bien entendu l'intelligence artificielle au service d'une pédagogie plus humaine, repenser l'école à l'ère des nouvelles technologies éducatives. Docteur Jamel Bossif, la parole est à vous. Merci. Alors oui, tout d'abord, je remercie profondément la Fondation Tsamkin pour m'avoir offert l'opportunité de faire cette présentation et de par la suite dialoguer avec la communauté qui s'intéresse en général à l'éducation. Je dois aussi remercier beaucoup M. Kadri de m'avoir offert cette opportunité pour que, quand je viens de le dire, de dialoguer avec toutes les personnes qui s'intéressent à l'intelligence artificielle et de son intégration dans la pratique pédagogique. Alors, le thème que j'ai choisi est un thème d'actualité. On sait tous comment l'intelligence artificielle a fait son éruption et par la même occasion, il est en train de façonner plusieurs secteurs, plusieurs secteurs, que ce soit économique, que ce soit industriel, mais l'éruption est d'une façon ou d'une autre plus remarquée dans le domaine de l'éducation. Ma présentation, le webinaire que je suis en train de présenter devant vous, vise un petit peu à vous montrer à quel point l'intelligence artificielle doit servir la pédagogie, mais d'une façon humaine. Alors, comment et quelles sont les étapes à suivre pour qu'on puisse faire en sorte que cette pédagogie soit plus humaine. Surtout, il y a tout un débat autour de l'intelligence artificielle et son côté inhumain, si on peut appeler ça comme ça. Alors, dans un premier temps, notre rôle à tous, c'est de repenser ensemble le rôle de l'IA dans l'acte éducatif, du moment qu'il apporte plusieurs nouveautés. Et du coup, on doit être en mesure de s'adapter à tout ce bouleversement que l'IA est en train de créer autour de nous. Comme je l'ai écrit ici, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais un bon enseignant, pour qu'on annonce la couleur dès le départ, et ça tout le monde le sait, mais un enseignant qui utilise l'IA remplacera peut-être celui qui ne le fait pas, ça c'est sûr. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, toute personne qui s'intéresse au monde de l'éducation doit faire en sorte d'adopter cette nouvelle technologie qui est en train de tout chambouler autour de nous. Alors, et du coup, dans un monde en mutation rapide, l'intelligence artificielle transforme, comme je l'ai dit au départ, de nombreux secteurs, y compris l'éducation. Et du coup, loin d'être un simple outil technologique, l'IA peut devenir un véritable levier au service d'une pédagogie plus humaine. Et c'est ce que je vais essayer de développer tout au long de ce webinaire. Alors, cela sera centré sur le besoin des élèves, bien sûr, comment individualiser les parcours des élèves et comment développer le potentiel de chacun, que ce soit du côté des apprenants ou du côté des administrateurs, ainsi que celui des enseignants. Alors, bien sûr, je vais vous présenter l'objectif de ce webinaire. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre les apports de l'IA pour une pédagogie plus inclusive et personnalisée. Alors, on va essayer d'explorer des cas d'usage concret de l'IA en classe. Alors, je vais vous présenter une petite contribution que j'ai faite dernièrement avec des apprenants. 3, on va réfléchir aux conditions éthiques et pédagogiques d'un déploiement humain de l'IA.
et finalement donc outiller les enseignants et responsables pédagogiques pour passer à l'action, et leur montrer quels sont les outils qu'ils peuvent utiliser pour bien donc pour passer à l'action et du coup donc pour intégrer entre guillemets l'IA dans leur pratique pédagogique. Alors première question, alors pourquoi parler d'une pédagogie humaine à l'ère de l'IA? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses autour de l'IA et surtout le côté humain. Parce que vous savez tous que quand on utilise par exemple une IA générative comme ChatGPT, donc on communique avec des robots et ces robots donc ils sont dépourvus de sentiments, d'émotions comme on dit. Et du coup donc déjà là il y a un petit problème. Deuxièmement donc l'IA comme vous le savez donc c'est une technologie qui utilise donc une approche statistique et probabiliste. C'est-à-dire qu'il va fouiller dans la data pour nous fournir les réponses aux questions lesquelles on leur pose. Et du coup, donc, cette interaction sociale, donc, il n'existe pas. Et donc, on commence un petit peu à parler de ce côté humain, voire même éthique du l'IA. Alors donc dans cet exposé, donc on va essayer un petit peu de comprendre comment le côté humain de l'IA donc peut être donc mis en place quand on prend chacun de nous prend la décision d'utiliser donc justement l'IA et surtout l'IA générative dans sa pratique pédagogique. Alors premièrement donc on doit faire en sorte que la pédagogie utilisée soit centrée sur l'humain. Alors, centrée sur l'humain, ça veut dire quoi? Premièrement, il va prendre en compte les émotions donc des apprenants et le rythme d'apprentissage et aussi les aspirations personnelles. Alors, surtout pour les rythmes d'apprentissage, je pense que l'IA, donc on va développer ça par la suite, donc l'IA sait faire ça très très bien, mais ce n'est pas suffisant, donc il faut faire en sorte que l'IA utilisée et pour qu'il soit plus humain, donc il faut donc tenir compte des émotions des apprenants, que ce soit les apprenants entre eux ou la relation donc apprenant et enseignant. Deuxièmement, donc il faut une relation pédagogique, donc il faut valoriser la relation qui relie l'enseignant à l'élève, et on va un petit peu parler de ça tout à l'heure. Alors troisièmement, c'est l'accompagnement, donc l'importance de l'écoute, l'encouragement du sens donné aux apprentissages. Donc ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir l'IA actuellement. Donc il assiste, il accompagne plus qu'il remplace. Donc il ne va jamais remplacer l'enseignant et encore moins la relation sociale qui relie donc l'enseignant avec ses apprenants ou la relation qui relie les apprenants entre eux. D'accord? Donc, on va donc tout au long du webinaire, donc à chaque fois s'arrêter sur un point pour le développer beaucoup plus. Alors ensuite, donc là, bien sûr, avant d'entrer dans les détails, donc on va un petit peu mettre le point sur les défis de l'éducation actuelle, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Donc premièrement, donc on assiste à une massification de l'enseignement. Donc tout le monde sait que le nombre d'élèves donc qui intègrent donc des cursus scolaires donnés donc augmente de jour en jour, voire d'année en année. Premièrement, deuxièmement, l'autre défi actuel d'éducation, c'est l'hétérogénéité des classes, c'est-à-dire on voit des classes avec des apprenants de différents niveaux, et du coup, donc, il faut faire en sorte de s'adapter au niveau de chaque enfant, ce qui était donc jusqu'à dernièrement, donc ce qui était un petit peu difficile pour les enseignants. C'est vrai que maintenant, ça va être un peu plus facile, même voire donc à la portée de tout, donc de présenter donc un enseignement adapté au rythme de chacun. Donc on s'approche déjà, et avec l'arrivée de l'IA, donc on s'approche de ce qu'on appelle la personnalisation de l'enseignement. Et on parlera de ça tout à l'heure avec tous les outils donc nécessaires pour faire cela. Le troisième défi, c'est la démotivation croissante des élèves. Alors là, c'est un problème vraiment crucial.
Donc, on le vit chaque jour, surtout pour ceux qui sont en contact avec les apprenants, les élèves. Ils savent très, très bien comment et à quel point les élèves sont démotivés. Bon, ont été faites sur ce point. Donc, on commence un petit peu à voir quelles sont les raisons. Et donc, on va faire en sorte que l'IA remédie donc à cette démotivation. On va voir comment après. Et puis, il y a la charge cognitive des enseignants, bien sûr, qui pose problème parce que donc tout le travail que doit faire le prof, donc c'est énorme parce il doit faire beaucoup de choses à la fois. Alors, ce qui augmente donc sa charge cognitive et du coup, donc, il ne peut pas, disons, s'intéresser aux besoins de chaque apprenant au niveau d'une classe, par exemple. Donc, ce sont là les défis de l'éducation et ça, donc, croyez-moi que c'est partout, c'est pas seulement au Maroc, bien sûr, il y a des spécificités de chaque pays, mais ce sont là donc quelques défis de l'éducation actuelle. Et on va voir comment donc, devant ces défis, comment l'IA peut apporter des solutions plus humaines. Alors, premièrement, donc, on va attaquer le premier point, donc l'IA comme opportunité pédagogique, mais à condition qu'il soit bien pensé. Alors, nous sommes tous d'accord que l'IA ne peut en aucun cas être un substitut, ne peut en aucun cas remplacer donc l'enseignant, mais on doit toujours voir l'IA comme un amplificateur des capacités humaines, donc un assistant, un coach qui va donc aider ou qui va, entre guillemets, augmenter donc l'enseignant et l'aider donc à dépasser à trouver plutôt des solutions à ces défis qu'on vient de citer. Donc, il permet aux enseignants d'être plus disponibles pour les interactions à forte valeur ajoutée. Et c'est là où intervient donc l'IA, parce que, par exemple, dans la pratique pédagogique d'un enseignant, il ne peut pas remplacer l'enseignant, mais il peut donc l'aider à automatiser donc certains actes qu'il faisait donc avant, qu'il fait toujours actuellement. Donc, si l'IA donc prend entre guillemets l'initiative donc de l'aider dans certaines pratiques, donc il va dégager plus de temps à tout ce qui est interaction sociale avec les élèves parce que l'élève a besoin du prof et donc l'interaction ne peut jamais être remplacée par l'IA, mais l'IA en tant qu'outil puissant, donc il peut automatiser certaines tâches comme par exemple la correction des devoirs, la conception ou la préparation du cours pour qu'il s'intéresse plus au mentorat, à l'aide donc personnalisée de l'élève, ce que l'IA ne peut pas faire, ne peut pas donc du tout le réussir tant que c'est plutôt social et c'est plutôt humain. Alors, comment donc, là je donne des exemples concrets d'une IA au service de l'humain. Alors, premièrement, comme je l'ai dit à l'instant, donc l'IA permet de s'adapter aux besoins individuels de chaque apprenant. Il suffit par exemple de donner à ChatGPT comme exemple, bien sûr ce n'est pas le seul qui sait faire ça, donc par exemple faire des quiz à des élèves et puis donc en analysant les réponses de chacun, donc l'IA est capable de donner le profil de chaque élève et du coup donc d'identifier les besoins de chacun et même proposer donc des remédiations selon les difficultés que rencontre chaque élève. Donc là, on est vraiment dans la vraie personnalisation donc, de l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux besoins individuels. Deuxièmement, l'IA donc permet donc une assistance continue aux élèves. C'est-à-dire que même après la classe, donc il peut à travers donc des GPTs ou à travers des agents donc IA, il peut donc faire de la continuité pédagogique, c'est-à-dire aller chez lui et poser des questions donc à l'IA sur une partie d'une leçon ou sur une partie d'un chapitre. Donc, et l'IA donc va lui donner toutes les réponses dont il a besoin à condition qu'il sache donc poser des questions, comme on dit, pertinentes. Et ça, on va en parler après. Troisièmement, donc l'IA permet, toujours dans
un cadre, disons, plus humain, il permet donc de faire un diagnostic. C'est-à-dire qu'il va analyser les progrès de difficultés. Et là, donc je sais de quoi je parle. Donc, il permet de peaufiner donc, les besoins de chacun, de faire un diagnostic vraiment très, 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 très exact. Et du coup, donc, il peut produire ce qu'on appelle les learning analytics, d'accord, qui vont donc faire une cartographie de chaque élève, ce qui permet à l'enseignant de savoir les difficultés de chacun et de produire par le coup donc les remédiations nécessaires. Et puis donc, comme je l'ai dit avant, il y a l'automatisation, pardon. Donc, il y a plusieurs tâches donc, que le prof fait tout au long de l'année peuvent être donc déléguées à l'IA pour qu'il l'automatise. Donc, il y a des applications donc IA qui font ça. Et du coup, donc, ça va permettre à l'enseignant de libérer beaucoup de temps pour qu'il se consacre donc individuellement aux besoins de l'élève à travers une relation sociale et à travers l'interaction sociale, comme je l'ai dit. Donc, il va jouer le rôle de mentor, jouer le rôle de tuteur, donc ce qui va bien sûr humaniser plus l'acte pédagogique. Alors ensuite, je voudrais aussi donc un petit peu détailler tout ça. Alors premièrement, comment l'IA peut personnaliser le parcours d'apprentissage donc fait par un prof pour ses élèves. Alors là, je vous donne donc des petits exemples d'IA actuellement qui ont fait leur apparition. Alors vous connaissez tous la plateforme Khan Academy, d'accord? Alors, Khan Academy, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est une plateforme qui a été donc conçue par un Pakistanais d'origine américaine, donc, et qui permet donc de centrer donc un tas de leçons qui touchent plusieurs donc, domaines de l'éducation, c'est tout l'apprentissage, et qui permettent donc aux élèves de suivre des cours sans problème. Alors, vraiment, donc, il a ajouté une couche IA. Je pense que ça s'appelle Khan Amigo. Et donc, c'est une IA qui a été intégrée à cette plateforme et donc qui permet d'analyser toutes les réponses faites par les élèves en général et du coup, donc, de produire des learning analytics parce que juste entre parenthèses, sur Khan Academy, donc on peut créer une classe, donc faire inscrire tous ses élèves dans cette classe. Et du coup, quand le prof redirige les apprenants vers une leçon quelconque, et suite aux questions que Khan Amigo peut poser aux élèves, donc on peut voir un petit peu le profil de chacun. Et du coup, donc, le prof, il peut très facilement savoir quelles sont les difficultés ressenties par chaque élève et du coup, donc, trouver les remédiations, disons, adéquates. Alors, bien sûr, l'impact est très fort. Premièrement, donc, cela permet à l'élève de progresser à son rythme. Et du coup, donc, le prof aussi a une cartographie très claire. Donc, il a une vision très, très claire donc de la progression, mais pas seulement, mais aussi les difficultés qu'un élève peut avoir. Et du coup, donc, la remédiation se fait donc parfois même automatique. C'est l'IA qui va proposer des exercices de remédiation afin que les acquis donc soient bien validés et soient bien apprises par l'apprenant. Alors, bien sûr, l'IA permet, et ça il le sait très très bien, il sait faire très bien ça, c'est de soutenir les élèves en difficulté. Donc, ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire sur Khan Academy. Alors là, donc, à travers des assistants IA, ce qu'on appelle les chatbots, ou ce qu'on appelle aussi les GPTs, comme par exemple Prof GPT. Alors, ce sont donc des GPT que le prof peut faire et qui permettent donc aux élèves de répondre à des tas de questions à tout moment de la journée. Et là, donc, je m'arrête
je sais que, je ne sais pas si parmi nous, il y a donc des enseignants de physique-chimie, mais je vais vous donner donc l'exemple d'un GPT que j'ai donc conçu dernièrement et qui traite d'un chapitre donc bien particulier parce que le ChatGPT, donc on peut le faire pour tout le programme. Bien sûr, si on a le temps de le faire, Inch'Allah, on va le faire. Et je vais donc juste arrêter le partage pour vous rediriger vers un GPT que j'ai conçu sur un chapitre, bien sûr, qui figure dans le programme de terminal français et qui porte donc sur les échanges thermiques. Juste pour avoir une idée sur comment donc l'élève il peut assister au cours du prof donc en classe et par la suite donc s'il n'a pas compris quelque chose donc il suffit qu'il aille sur ce GPT et de poser les questions qu'il veut. Bien sûr, c'est un GPT qui a été fait d'une façon professionnelle. Alors, permettez-moi donc d'arrêter le partage et de vous rediriger vers un autre écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. OK? OK. Alors, si vous le voyez, comme vous le voyez, donc c'est un chatbot qui porte sur les transferts thermiques. Donc, il y a une leçon sur le programme français qui s'appelle comme ça transfert thermique. Alors là, pour juste avoir une idée sur comment je l'ai conçu, donc il fallait donner le chapitre avec les exercices qui vont avec et avec des quiz. Donc il faut les déposer et puis vient un prompt un peu très 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 précis. Donc et à travers une autre plateforme que ChatGPT, donc cela m'a permis donc de créer ce chatbot. Alors bien sûr, moi je connais bien un petit peu tous les paragraphes du chapitre, donc je vais comme ça poser une question, par exemple. Alors un des paragraphes phares de cette leçon, c'est une loi qui s'appelle loi phénoménologique de Newton. Alors je vais juste rapidement vous dire de quoi il s'agit. Ben, c'est une loi qui permet de comprendre, par exemple, comment si je pose un verre d'eau ou un verre de café chaud à un moment donné, d'accord? Comment calculer la durée au bout de laquelle la température, par exemple, du café qui était de 80 degrés, après combien de temps, donc cette température sera égale à celle de l'air extérieur, disons 25 ou 26 degrés. Donc ça permet de comprendre l'échange thermique entre le café chaud et l'air qui l'entoure, mais d'une façon très mathématique. Alors je vais poser la question, par exemple, je suis un élève et je vais donc poser une question. Je veux comprendre donc la loi phénoménologique de Newton. Ainsi que l'équation différentielle ainsi que l'équation différentielle. Bon, on va se faire. Donc, on va se mettre à la place d'un élève donc, qui ne sait pas vraiment très, très bien écrire. Donc, il va écrire l'équation qui va avec, par exemple. Voilà, qui va avec. Et voilà, donc on va poser la question. Va répondre à la question. Donc, lorsque système à ciel de l'extérieur, la vitesse de variation de sa température est propre dans ces cas température entre le système et l'extérieur. Alors, cela donne une équation différentielle
qui est celle-ci, donc qui régit un petit peu comment varie la température ou comment donc du verre de café ou du café qui se trouve dans le verre au cours du temps. D'accord? Alors, il peut donc tout expliquer. Vous voyez qu'il a donné l'équation différentielle avec donc une explication très claire de ce que c'est que la température. Par exemple, T, à l'instant T, c'est la température du système. Pour nous, c'est le verre de café. La température à l'extérieur, c'est-à-dire la température de l'air autour du verre, car c'est un coefficient positif de refroidissement, donc il dépend de la surface, etc. Alors là, il donne même pas, il donne aussi l'interprétation physique. Alors vous savez très bien que l'un des problèmes majeurs en physique et qui pose problème, qui pose un grand problème aussi bien pour les apprenants que parfois même pour les enseignants, c'est de donner du sens à ces lois de la physique, c'est-à-dire donner le sens physique des lois. Alors, par exemple, plus l'écart T de T moins T extérieur est grand, plus le système refroidit vite. À mesure que la température à l'instant T se rapproche de T extérieur, le refroidissement ralentit. Bon, ça, c'est parce que la température varie d'une façon exponentielle. Donc, voilà. Et puis, il donne aussi la solution de l'équation différentielle. C'est-à-dire cette équation me permet, comme je l'ai dit au début, de calculer la durée au bout de laquelle, par exemple, la température T devient égale à 32, alors qu'elle était, par exemple, au départ, est égale à 80 degrés Celsius. D'accord? Donc, cette solution de l'équation différentielle donc, permet de comprendre tout ça. Et puis là, donc, il va vous donner un exemple. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut donc aider l'apprenant à comprendre mieux ce qu'il apprend, même en dehors de la classe. Donc, il va chez lui, peut-être que l'explication avec le prof n'a pas, ou a fait en sorte que certaines parties n'ont pas été bien assimilées. Donc là, l'élève, donc, il peut aller. Il peut même générer des quiz. Par exemple, si vous le permettez, je vais donc lui demander de... Alors, voulez-vous générer, par exemple, un quiz de 5 questions, entre parenthèses, donc on va mettre sous format QCM, pour comprendre mieux cette loi. On va voir comment il va répondre à la question. Voilà, donc la première question, par exemple. Alors, bien sûr, dans un premier temps, je rappelais justement que quand on demande, par exemple, au chatbot de générer un quiz, donc on a le droit, on a plutôt la possibilité de lui demander avec ou sans correction. Alors là, par défaut, donc c'est sans correction, mais si j'ajoute dans le prompt avec la solution, donc il va donner aussi la solution. Mais ça serait mieux de ne pas donner la solution pour que l'élève puisse chercher donc seul les réponses. Voilà, donc il donne 5 questions. La loi du refroidissement s'applique lorsque un corps se trouve à la même température. Question 2, donc avec toujours 4 réponses, et parmi lesquelles l'élève doit choisir la bonne. Voilà, donc un exemple de comment donc l'IA peut suivre, donc peut aider l'apprenant à comprendre mieux une partie d'une leçon, même en dehors. Alors bien sûr, pour faire ça au niveau d'un programme, donc ça prend du temps parce qu'il faut introduire tout le programme ou quand tu es en train de faire le GPT, donc tu dois télécharger tout le programme avec tous les exercices et pourquoi pas les quiz que le prof a conçu lui-même. Et puis, donc, lui, il va tout mouliner et donc, il va apprendre à répondre à toutes les questions par la suite. Voilà, donc ça, c'était un exemple parmi d'autres. Sur les capacités de l'IA, donc à suivre la progression d'un élève et à lui faire donc lui proposer même du soutien scolaire, si on peut l'appeler comme ça, donc quand il est chez lui ou loin du prof.
Ça, c'est juste c'est une goutte dans un océan des possibilités que les chatbots peuvent nous faire. Alors là aussi, je vais arrêter le partage, donc permettez-moi de le faire. Et je reviens donc sur le... Donc, c'était un exemple sur comment l'IA est dans un cadre humain, donc il peut assister l'élève dans son parcours d'apprentissage. Voilà. Donc après ça, je pense que j'ai rien sauté. Voilà. Et du coup, donc, quel est le résultat? Donc, lorsque un assistant suit le progrès d'un élève et permet aussi à l'élève donc de trouver les réponses à toutes ces questions, eh ben, l'impact, c'est que l'élève ne va jamais se sentir seul face au blocage tant que l'IA peut donc débloquer les situations auxquelles l'élève donc trouve des difficultés. Ensuite, aussi, c'est parmi ce que l'IA peut faire, donc il y a aussi l'aide au diagnostic pédagogique. Alors, les tableaux de bord, bien sûr, qui détectent les lacunes à partir des résultats, ça, on en a déjà parlé, donc à travers les Learning Analytics. Alors, je vais vous donner aussi un exemple très concret que j'utilise souvent, c'est disons, de concevoir des quiz avec une plateforme. Alors, je préfère toujours les produire moi-même parce qu'il y a possibilité de créer ça à travers l'IA, mais je préfère donc faire les quiz, concevoir les quiz moi-même. Alors, ces quiz, donc, ils visent à valider les acquis. Alors, ça suppose bien sûr que le prof a donc au préalable, donc en amont, et là, il sait très bien quels sont les acquis que l'élève doit valider, par exemple, pour un chapitre donné. Et du coup, quand donc je crée ces quiz qui entrent dans ce qu'on appelle les formations, les évaluations formatives, donc après 3-4 quiz comme ça, l'IA commence un petit peu à voir le profil et à détecter les lacunes de chaque apprenant. Alors moi, par exemple, entre autres, j'utilise Booklab. Booklab, donc, c'est une plateforme qui permet donc de créer des quiz, des évaluations formatives, et parfois même à chaud. C'est selon le besoin de la situation. Alors moi, par exemple, je peux l'utiliser soit donc en synchrone, soit en asynchrone. Alors en synchrone, c'est beaucoup plus important. Tu es en train d'expliquer une leçon. Tu sais, par exemple, que la leçon comprend donc certaines difficultés, surtout par rapport à un paragraphe donné. Donc, quand tu expliques le paragraphe, juste après, donc tu lances le quiz de 5-6 questions, en classe, bien sûr, à chaud, et tu vérifies est-ce que les acquis ont été bien assimilés. Et donc, comme on dit, en temps réel, tu vois, par exemple, tu vas voir le pourcentage d'élèves qui ont acquis telle ou telle partie les acquis d'apprentissage, donc les learning outcomes. Et du coup, donc, tu peux, donc en temps réel aussi, remédier à la situation. C'est-à-dire que quand tu divises le chapitre en plusieurs paragraphes, suite à chaque paragraphe, il y a un quiz que tu lances directement en classe. Et à travers le pourcentage d'acquis qui ont été validés par les élèves lorsqu'ils ont répondu à la question, donc tu peux remédier donc instantanément aux difficultés de l'élève en classe. Alors, si tu veux bien sûr aller encore plus loin, donc tu peux préparer des quiz, des évaluations formatives un peu plus longues que tu laisses donc aux élèves sur la plateforme pour qu'ils trouvent la solution. Mais ce qui est super, c'est que à travers, après 5-6 ces évaluations, tu peux facilement voir le profil et les difficultés que rencontre chaque élève et quelles sont les lacunes. Et là, tu peux remédier donc facilement à ces difficultés. Donc, du coup, une fois que les learning analytics sont là, eh ben, tu peux, en tant qu'enseignant, proposer les remédiations ciblées ou alors tu peux te faire aider par une IA. Donc, tu peux demander à l'IA de t'aider à trouver des remédiations, donc à proposer des exercices pour qu'ils puissent donc bien assimiler donc ces difficultés. Alors,
L'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, donc là, bien sûr, même si moi je n'y crois pas trop, c'est la correction automatique, donc l'évaluation rapide des travaux d'élèves. Alors, si c'est à faire à travers des évaluations formatives que l'IA peut donc évaluer, ok. Mais de là à corriger, bon, c'est un petit peu compliqué. Bien sûr, il y a des plateformes qui font ça, des applications, des IA qui font ça. Mais je pense que passer par la correction donc, comme ça manuelle, c'est beaucoup mieux. Premièrement, donc deuxièmement, donc toujours dans le cas des tâches à faible valeur ajoutée, il y a la génération des quiz que je viens donc d'expliquer et la synthèse de cours. Alors ça, c'est pour le prof. Donc le prof, donc, il peut recourir à des IA pour l'aider. Attention, pas pour concevoir à sa place le cours, mais juste pour l'aider à concevoir d'une façon automatique des contenus donc pédagogiques, c'est-à-dire ses cours, ses propres cours. Mais là, il ne faut pas trop se fier à l'IA. Donc, il peut t'aider, il peut te donner donc des insights, mais pas à faire le cours à ta place. Il faut quand même que le prof donc fasse un petit peu l'effort de faire lui-même le cours, tout en se faisant aider par l'IA. Alors, deuxième, un autre point très intéressant, c'est comment donc l'IA développe les compétences socio-émotionnelles. Alors, c'est, bien sûr, vous savez très bien que d'ailleurs, on l'a déjà cité plus haut, les défis de l'éducation, c'est la démotivation. Et du coup, donc, quand on présente donc un cours d'une façon ludique, ou en utilisant ce qu'on appelle les serious games, donc cela permet de motiver plus les élèves et de les laisser d'augmenter leur attention, parce que là, on est en train de perdre donc l'attention des élèves. Actuellement, donc les études montrent que l'élève décroche 3-4 minutes après. Hein, quand tu commences à expliquer, il est avec toi, mais après, il décroche carrément. Et là, donc, pour le faire un petit peu, pour l'attacher plus vers toi, donc il faut chercher d'autres solutions. Par exemple, les serious games ou les simulateurs IA mettent les élèves en situation, donc soit pour négocier, soit pour gérer un conflit. Donc, c'est ce qu'on appelle donc les études de cas. Donc, tu peux, par exemple, les mettre dans sa situation pour les motiver plus. Alors pour nous, par exemple, en physique-chimie, donc on doit faire en sorte de contextualiser un petit peu plus ce qu'on fait, entre guillemets, avaler aux élèves, parce que les élèves, après tout, même en physique, ils se posent des fois des questions, mais à quoi sert d'apprendre que F égale MA? Donc il faut un petit peu contextualiser, c'est-à-dire leur donner des exemples de la vie courante, comme quoi la physique sert à faire ça, il explique ça, etc., ce qui les motive beaucoup plus. D'accord? Et à partir donc de ces outils de motivation de l'élève en classe, l'élève apprend à gérer ses émotions et bien sûr, le travail en groupe va l'aider aussi à apprendre à coopérer et puis à argumenter. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant parce que l'IA, il ne doit pas juste répondre aux questions de l'élève, mais il doit aussi lui apprendre à avoir un sens critique parce que c'est comme ça qu'on apprend à ne pas, entre guillemets, croire tout ce que l'IA nous dit. Il faut avoir un esprit critique, donc un petit peu à se poser la question, est-ce que la réponse à ma question, est-ce qu'elle est donc logique ou pas, par exemple. Alors, désolé, donc j'ai sauté peut-être. Voilà. Alors, quelles sont les conditions pour avoir une pédagogie plus humaine? Premièrement, donc alors là, on va un petit peu entrer dans le vif du sujet. Alors, c'est premièrement une éthique claire, c'est-à-dire la protection des données. La protection des données personnelles des élèves et des enseignants. Là, vous savez très bien que la plupart des IA qui circulent actuellement sont des IA qui ne sont pas libres, donc ils sont donc des licences. Et du coup, donc, se pose le problème de la protection des données personnelles. Donc là, il faut faire très, très attention. Alors, c'est là où intervient donc plutôt je propose que les enseignants soient d'abord formés à comment utiliser l'IA, ainsi que aux élèves aussi. Parce que dans certains pays, donc on a commencé à comprendre ça, donc
on a donc monté tout un cursus autour de l'IA. C'est-à-dire qu'on a commencé à apprendre l'IA dès l'école primaire. D'accord? Et pour que l'élève ainsi que l'enseignant donc, comprennent les tenants et les aboutissants de l'IA, quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'il peut faire de bien pour nous, mais qu'est-ce qu'il peut faire aussi de mal pour nous. Et l'une donc des problématiques que pose actuellement l'IA, c'est la protection des données. Deuxièmement, la transparence. Alors, la transparence des algorithmes utilisés dans l'éducation, surtout, par exemple. Donc là aussi, c'est un thème très, très intéressant. On pourra en parler après lors d'un autre webinaire. Mais sachez que la transparence des algorithmes dans l'éducation est quelque chose de crucial. Donc, tout le monde doit comprendre un petit peu comment marche, par exemple, ces GPTs ou cette IA éducative. Troisièmement, la non-discrimination algorithmique pour une éducation équitable. Vous savez très bien qu'actuellement, donc, il y a certains pays qui sont très, très, très à l'avance donc sur l'IA. Ils sont en train de débourser des milliards de dollars, alors que d'autres, ils sont à la traîne. Et du coup, donc, ça va créer avec le temps une discrimination donc énorme, donc une faille, un gap énorme entre des pays qui détiennent, entre guillemets, tous les algorithmes qui font donc tourner l'IA et ceux qui ne comprennent rien à ça. Donc là, on doit s'acheminer vers une démocratisation des algorithmes de l'IA. Et là, ce sont donc des problèmes énormes qui doivent être résolus non seulement au niveau local, mais international. Donc, c'est au niveau de chaque pays. Donc, chaque pays dans sa conception des choses. Et donc, doit, par exemple, éditer des lois donc pour protéger les données et pour avoir une grande transparence vis-à-vis des algorithmes utilisés, ainsi que donc d'un petit peu de réduire la faille, ce gap algorithmique entre les pays. Donc ça, c'est un sujet très, très, très actuel sur lequel que les pays doivent donc se pencher rapidement. Alors, toujours dans le cadre d'une pédagogie humaine, donc il faut initier les élèves à la pensée critique face à l'IA. Alors voilà un sujet très très important pour que l'élève ne soit pas seulement un consommateur, mais il doit aussi être un acteur. Donc, faire devenir acteur et non simple utilisateur. Les élèves doivent comprendre l'IA pour mieux l'utiliser de façon responsable et créative, et cela passera par la formation. Donc, il faut concevoir des programmes où les élèves apprennent donc l'IA dès leur jeune âge. Ça leur permet aussi d'en savoir plus sur cette technologie et pourquoi pas donc s'orienter donc vers des métiers liés à l'IA. Alors les métiers, comme vous le savez, donc il y aura sûrement des métiers qui seront impactés par l'IA et tout ça donc doit être compris par les apprenants. Et donc développer le sens critique et la pensée critique, donc c'est primordial si on veut que nous apprenons soient donc des acteurs et pas seulement des consommateurs de l'IA. Alors, aussi, alors là, donc, on en vient un petit peu à un niveau plus, donc, disons, plus général, mais plus intéressant, c'est le pilotage institutionnel responsable. Alors, ça commence par des politiques éducatives claires. Donc, ça se fait au niveau des gouvernements. Donc, c'est-à-dire créer, proposer, donc, au sein des parlements de chaque pays, donc créer des cadres réglementaires adaptés aux enjeux de l'IA dans le domaine de l'éducation, parce que c'est un domaine très, très, très spécial. Alors, l'accès équitable aux outils, donc production de la facture numérique, réduction pardon, de la fracture numérique et démocratisation des technologies, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure donc, concernant la réduction du gap algorithmique. Et puis, une évaluation continue de l'impact pédagogique de l'IA. Il ne faut pas donc se lasser un petit peu, mais il faut que les gouvernements donc, fassent une évaluation continue parce que l'IA va très, 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 très vite. Et du coup, donc, si on ne suit pas, si on ne fait pas une veille, donc on risque d'être un petit peu à la traîne, comme on dit. Ensuite,
Il y a une question, bien sûr, que je me suis posée, c'est pourquoi faut-il cadrer l'usage de l'IA en éducation? Pourquoi essentiellement l'éducation? Eh bien, le développement rapide continu des intelligences artificielles, et notamment les IA génératifs, on sait qu'ils sont très simples à utiliser, et la diversité des contenus qu'ils peuvent produire en accès libre, mais pas respectueux des données personnelles. Donc voilà un problème crucial auquel il faut faire très attention. Et cela suscite donc d'intenses réflexions quant à leur application pour l'éducation à l'échelle locale comme à l'échelle internationale. Donc c'est la raison pour laquelle il faut donc faire en sorte de cadrer l'usage de l'IA en éducation au sein de chaque pays. Alors ensuite, si l'IA constitue donc un enjeu et un apport pour l'éducation, il doit néanmoins être utilisé dans le respect d'un cadre éthique et juridique, de manière consciente et raisonnée. Et c'est un débat qui a fait que, par exemple, au cours de l'année, cette année en cours, donc le Parlement européen a essayé de réguler donc l'usage de l'IA. Donc ils ont produit des textes de loi pour réguler surtout le côté éthique et le côté juridique lié à l'IA en général et pas seulement à l'IA éducative. Et puis la conclusion, donc je conclue avec une petite réflexion. Donc on doit s'acheminer vers une alliance entre l'intelligence humaine et artificielle parce que on est toujours tenté de comparer les deux. Bien sûr, on ne doit pas voir les choses comme ça. Donc, il y a d'un côté l'IA plutôt artificielle et l'IA naturelle ou humaine. Donc, il faut voir les choses autrement. C'est que l'IA sera donc une aide pour l'intelligence humaine. Donc, l'IA n'est pas une menace pour l'éducation, puisqu'on parle juste d'éducation, mais s'il est mal utilisé, il peut certes déshumaniser, mais bien intégré, il devient un puissant levier pour réhumaniser les apprentissages, en rendant possible une éducation plus juste, inclusive et bienveillante. Donc, il faut cesser de comparer les deux types d'intelligence parce qu'ils se complètent. L'humain, donc, ne peut pas être remplacé par l'artificiel. L'artificiel est là pour aider, donc, à booster, entre guillemets, l'intelligence humaine. Et l'avenir de l'école n'est pas technologique, il est humain, augmenté par la technologie. Voilà, donc, sur ça, je termine ma présentation, mon webinaire. Donc, l'avenir de l'école n'est pas technologique, il est humain, mais augmenté par la technologie. Et voilà. Bon, là, il y a des Merci questions beaucoup. posées. Pardon? Mhm. Oui, ben juste des questions pour réflexion collective. Donc, quel usage de l'IA avez-vous déjà testé en classe? Donc, je m'adresse à la communauté qui est en train de me suivre. Alors, quelle peur ou résistance rencontrez-vous et comment impliquer les élèves dans l'usage éthique de l'IA? Et je termine sur ça. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et là, donc, j'attends si vous avez des questions, bien sûr. Merci, Merci. docteur Bossi, pour cette intervention riche et inspirante. Nous allons maintenant ouvrir la session des questions-réponses. Nous avons reçu quelques questions. Oui. Nous commencerons par répondre aux questions que nous avons reçues. Donc. Alors, nous avons Sheima qui nous demande comment voyez-vous l'école dans 10 ou 15 ans avec l'évolution de l'intelligence artificielle? Alors, comment moi, personnellement, je vois l'avenir de l'IA? Bien sûr, l'IA n'est qu'à son début. Donc, vu la vitesse avec laquelle elle se développe, donc déjà, on s'achemine, par exemple, côté éducation, donc on s'achemine vers les agents. Les agents IA, donc qui sont vraiment des professeurs, si on reste dans le cadre de l'éducation, ce sont des professeurs, donc disons intelligents, qui répondent à toutes sortes de questions. Et du coup, donc, c'est déjà, je ne dis pas le futur, mais c'est déjà le présent, donc dans les années à venir, déjà en 2026, je pense, et après. Donc, il y aura un développement fulgurant des agents IA. Alors, les agents IA sont plus
sophistiqués sont plus performants que les GPT que je vous ai donc montré tout à l'heure. Ce sont vraiment on dirait des enseignants qui répondent à toutes les questions. Bien sûr, ces agents, ils ne seront pas déployés juste au niveau de l'éducation, mais dans tous les secteurs de l'économie d'un pays. Alors, dans 10 ans, donc, je ne sais pas, vraiment, je n'arrive pas donc à me projeter, mais comme j'ai dit, donc, ce n'est que le début. Il faut s'attendre à d'autres développements. Déjà, on travaille, mais ça, c'est pas lié à l'IA générative, mais c'est à l'IA en général. On travaille sur donc des IA qui comprennent les émotions, donc qui quand tu es triste, quand tu es stressé, donc ils peuvent donc rapporter des réponses rapidement, peuvent vous soutenir, etc. Mais dans le domaine de l'éducation, je pense que ce n'est que le début. Donc il faut s'attendre à plus de choses, mais jamais, jamais, ça c'est même dans 50 ans, jamais l'IA ne remplacera donc l'intelligence humaine. Voici donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou pas. Je pense que oui. Nous avons une deuxième question qui dit quels sont les risques à surveiller lorsqu'on intègre l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques? Oui. Alors, pour les risques, bien sûr, je les ai déjà cités. Donc, il faut, bien sûr, ça commence d'abord parce que avant de penser à intégrer l'IA dans la pratique pédagogique, par exemple, il faut d'abord être bien formé. Donc, là, c'est ça, j'insiste bien sur ça. Il faut que les enseignants et voire même les apprenants doivent être formés à l'usage de l'IA parce que c'est une nouvelle technologie avec des possibilités qui sont énormes. Et du coup, donc, la différence entre l'utiliser à bon escient et d'en être consommateur est très, donc c'est très réduit. Alors, donc, dans la pratique, il faut toujours commencer par, bien sûr, définir les objectifs. Donc, quel objectif je veux donc intégrer cette IA? Et après, donc, il faut se donner les moyens d'avoir les outils donc adéquats pour utiliser ou pour du moins l'intégrer dans la pratique. Parce qu'il existe donc une énormité d'outils IA qui peuvent nous un petit peu ils peuvent nous aider, mais attention, si on l'utilise mal, c'est l'effet boomerang. Donc, pour l'intégrer, il faut arrêter, il faut définir les objectifs, pourquoi je veux et dans quel but. Donc, en fonction des objectifs et des buts pour lesquels tu as choisi d'utiliser l'IA dans la pratique pédagogique, donc tu vas chercher les outils. Alors, il ne faut pas vraiment avoir beaucoup d'outils, donc 3-4 outils sont suffisants. L'un pour la conception de cours, par exemple, un autre, un GPT, pardon, et puis peut-être aussi pour l'évaluation parce que c'est une partie donc de la pratique pédagogique qui reste très intéressante, voire même pour l'orientation des élèves aussi. Mais il ne faut pas donc utiliser trop d'outils parce que trop d'outils, donc on sera vite amené plutôt à utiliser l'outil pour l'outil et pas à des fins pédagogiques. Parce que quel que soit l'outil que l'on désire utiliser, il faut d'abord lui définir donc les buts pédagogiques. Donc, quel but pédagogique je dois utiliser tel ou tel outil. Les outils, ce n'est pas ce qui manque, mais ce que l'on sait faire qui est plus intéressant. Une autre question qui dit comment s'assurer que l'intelligence artificielle ne remplace pas la relation humaine entre l'élève et l'enseignant? Oui, alors bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'enseignant peut, par exemple, concevoir des petits, des agents, s'il a les moyens de le faire, bien sûr, s'il a le temps et les moyens techniques pour le faire, pourquoi pas. Donc, il peut créer un agent IA, par exemple, mais cet agent IA va juste aider l'élève donc à comprendre, enfin à comprendre, c'est-à-dire à comprendre un petit peu le contour de ce qu'il apprend. D'accord? Alors, dans ce cas, si l'IA peut remplacer le prof dans certaines tâches répétitives, alors le temps qui lui reste, donc il va dégager beaucoup de temps pour s'intéresser donc à l'interaction humaine, interaction donc comme on dit face to face avec l'élève, parce que l'IA ne peut jamais remplacer l'interaction
entre apprenant et l'élève, surtout que, comme vous le savez très bien, surtout les gens du secteur d'éducation, vous savez très bien que le côté émotionnel joue un rôle très, très, très intéressant. La relation prof-élève, la bienveillance avec laquelle un prof, donc, dans son cours et sa relation avec l'élève, donc, il aide beaucoup donc, l'élève disons, à s'intéresser et à apprendre mieux. Alors, chose que l'IA ne peut pas faire à la place du prof. Donc, la bienveillance, c'est purement humain. Donc, l'IA ne peut pas vraiment apporter grand-chose, sauf s'il aide le prof à automatiser certaines tâches répétitives pour que le prof dégage du temps qui va le consacrer donc à cette interaction sociale et humaine avec l'apprenant. Et donc, l'intelligence plutôt émotionnelle donc, ne peut en aucun cas être donnée par une IA, par un robot, par exemple, qui répond à des questions, c'est tout. Donc, voilà, donc c'est la bienveillance, c'est le contact direct avec l'élève qui fait en sorte que donc, l'élève apprend mieux. Mais jamais l'IA ne peut remplacer cela. Donc, comme je dis, je répète pour la dernière fois, donc c'est juste le fait que l'IA va aider l'enseignant à automatiser plusieurs tâches qu'il fait donc chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et du coup, donc, tout cela va lui permettre de dégager du temps pour le consacrer à cette interaction sociale directe avec l'élève. Voilà donc comment moi je vois les choses donc vis-à-vis de l'interaction élève-enseignant. Une dernière question qui dit comment protéger les données des élèves lorsqu'on utilise des outils d'intelligence artificielle en classe? Oui, alors bien sûr en classe, parce que protéger les données des élèves, ça ne se fait pas au niveau donc du prof, ça se fait au niveau donc de la plateforme, ça se fait au niveau donc de la régulation que le pays donc a produit, disons, a développé, parce que ce sont des choses qui sont très sensibles. Et du coup, donc, il faut juste, parce que je vous donne un exemple concret, quand on vient pour décide, par exemple, d'utiliser ChatGPT, donc on doit s'inscrire. Et pour s'inscrire, on doit fournir donc des données, ne serait-ce que le nom, le prénom, l'email ou le numéro de téléphone, donc ça reste des données personnelles. Donc cela doit être un petit peu régulé à un niveau qui dépasse donc l'enseignant, qui dépasse l'élève. Mais le prof quand même, il doit donc il doit se documenter, entre guillemets, pour aider l'élève à faire le tri, c'est-à-dire lui permettre d'utiliser ça ou de ne pas utiliser ça. Mais au-delà, donc le prof est lui-même incapable donc d'intervenir pour empêcher que des données soient fuitées, entre guillemets. Alors, vous avez toujours en mémoire ce qui s'est passé donc sur Facebook il y a 5 ou 6 ans. Donc, c'est difficile. Mais au niveau d'un pays, enfin, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, donc on peut faire quelque chose, on peut réguler tout ça, donc faire en sorte un petit peu disons, comment dirais-je, d'observer donc un petit peu de tout près quelles sont les plateformes qui risquent bien sûr d'utiliser les données personnelles à des fins autres qu'à des fins de juste s'inscrire et d'apprendre à utiliser une plateforme. Donc voilà, donc le prof doit être bien outillé, bien documenté pour aider l'élève à faire le bon choix. D'ailleurs, on le fait aussi quand on demande aux élèves, par exemple, de faire une recherche. Alors, on faisait ça avant l'arrivée de ChatGPT. Et on laisse les élèves comme ça aller partout chercher de l'information pour produire donc une présentation ou une recherche. Et ça, c'était faux. C'est faux parce que le prof doit quand même donc un petit peu épauler, entre guillemets, l'élève, lui dire, voilà, tu vas, pour te documenter, tu peux aller sur ça, ou sur ce site, ou sur cette application, parce que lui sait très bien que ce sont des applications qui sont saines, où il n'y a pas de problème comme on dit, de la RGPD. Et voilà. Mais sinon, pour la régulation, ça se fait donc à un autre niveau qui dépasse celui de l'enseignant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci à vous, professeur Boussif, d'avoir partagé votre Merci. expertise et vos perspectives avec nous aujourd'hui.
Avant de conclure, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous aurons un talk plutôt jeudi prochain et nous vous y invitons. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tout le monde. Merci pour Merci, votre merci à attention. vous.